Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, dans le Fresh Morning, on reçoit Maître Dibangoyi Lundu Martial qui est avec nous ce matin dans le Fresh Morning. Avec lui, nous allons parler des questions de défense. Maître, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'avocat a toujours besoin de communiquer. Quand il a une occasion... Alors aujourd'hui, on peut... D'abord, des petites questions tout à fait banales. Mais c'est seulement quand vous êtes au tribunal. Ce sont les avocats qui portent les grosses... La toge. Voilà, la toge. C'est seulement quand vous êtes au tribunal que vous avez le droit de porter ça? Oui et non. D'accord. Bon, en général, c'est lorsqu'on est en procès, lorsque on exerce notre métier, lorsqu'on est en situation de défense et de procès devant les magistrats. En ce moment-là, la coutume exige que nous portons nos robes, mais aussi la loi. C'est une coutume ou c'est une loi? C'est une loi, coutume et loi, parce que tout ça, ça fait partie du cercle des initiés. En fait, quand on prend la robe, c'est un symbole. D'accord. Cette robe que vous voyez, on ne la porte pas fortuitement. Que vous voyez l'épitoge en blanc, le reste en noir, il y en a qui sont en rouge, d'autres en... Ce sont des symboles des luttes pour la liberté, des symboles aussi de ce que ça veut dire la défense. Mais c'est un peu résumer la vie de l'homme à travers cette robe-là. C'est tout un message. Pourquoi les hommes de droit au Gabon ne communiquent pas sur leur métier? Pourquoi vous enfermez ces métiers d'une nébuleuse mystique ou mystico-spirituelle? Parce qu'au State, les avocats, ils communiquent. Cabinet sûr. d'avocats de tel, tout ça. Non, mais même pas seulement faire la publicité du cabinet, parler des questions de droit. Pourquoi il n'y a pas de débat juridique au pays? Non, il y a des débats juridiques. Non, il n'y a pas. Maître, il n'y a pas. Bon, mais peut-être si vous me laissez le temps d'expliquer, vous comprendrez qu'il y en a, s'il vous plaît. Donc, le problème, c'est que chaque année, nous faisons à chaque rentrée solennelle du barreau, les avocats, ils font des grandes publicités. Non simplement, ils se présentent pour expliquer aux gens des questions juridiques. Ah bon? Oui. Il faut réflexions juridiques. Des grandes réflexions juridiques. Il y a par exemple, on a une association des pénalistes au Gabon. Ils ont l'habitude de faire des grands débats, des grandes conférences sur des grandes questions de droit pénal. Mais maître, est-ce que donc, peut-être que vous n'êtes pas informé, mais ils ont déjà fait deux ou trois conférences sur des questions sérieuses de droit de la défense. Et ensuite, vas-y. Maître, à votre avis, est-ce que vous pensez que les Gabonais représentent une population au fait de leurs droits? Ouais, a priori, je peux dire non. Mais ce que je peux aussi vous dire que le droit n'est pas d'accès facile. Le droit, c'est une somme de concepts et de principes qui ne sont pas souvent faciles à maîtriser. C'est vrai que normalement, la Constitution de la République, c'est un livre qui devait être pour nous comme une Bible. C'est-à-dire que chaque citoyen devait se balader avec sa Constitution dans la poche, comme ça se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, vous arrêtez quelqu'un, il sort sa Constitution, il lit au policier que voici ce que dit la Constitution, vous n'avez pas le droit de me faire ça. Vous voyez? Et aujourd'hui, en Europe, vous avez par exemple la Cour européenne de droits de l'homme, et vous avez tout ça. Donc, les droits fondamentaux, les droits de l'homme sont garantis par la Constitution. La Constitution, c'est le livre de chevet normalement de tous les citoyens. Je voulais revenir sur les pardonnez-moi, je vais terminer. Donc, pour dire que normalement, les citoyens soucieux de leurs droits devaient toujours avoir la Constitution pour y jeter de temps en temps un coup d'œil. Je voulais revenir sur les grandes réflexions que vous portez. Comme vous avez dit que souvent à la rentrée, vous venez exposer sur des grandes réflexions. Tout dernièrement, il y a eu une modification du code pénal sur la question de l'homosexualité. Ça partait de quelle grande réflexion? C'était quoi la base de cette modification? Bon, je vous assure, là, c'est une question... C'était pas une violation des droits de l'homme? Non, pardonnez-moi, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que les questions d'homosexualité, ce sont des questions d'actualité qui sont très difficiles à gérer. Vous comprenez? Oui. Les pays du monde, dans leur diversité, traitent de la question avec une certaine spécificité. Voilà. Même au Sénégal, en ce moment, le problème a été posé d'ailleurs au président de la République du Sénégal, qui essaie d'expliquer, qui essaie de trouver un balancement. Parce que nos mœurs sont très distantes
de cette liberté de vie, Oui. comme si on peut appeler ça liberté de vie, mais donc pour les adapter à notre culture, c'est pas souvent facile. Il faut moderniser les institutions. Il faut donc laisser le temps se faire pour que les choses évoluent. Mais sinon, c'est une question qui est traitée avec difficulté. Même aux États-Unis, qui est le pays des droits de l'homme, ça pose problème dans certains États. Il y a des États où il vaut mieux ne pas vous prononcer sur la question. Il y a d'autres États où cela ne pose aucun problème. D'accord. Une autre question pour finir avec la série des questions En l'air. du coq à l'âne. Maître, c'est bien que quand vous êtes là, parce que je pense qu'il y a eu on appelle ça la session criminelle qui se déroule, et puis depuis quelques semaines, on voit des articles dans le journal. Et je vais parler en novice, parce que de toute façon, la plupart, vous avez dit le droit n'est pas d'accès facile. On ne comprend pas lorsqu'on regarde par exemple le journal et qu'on voit un violeur. Il a violé une mineure, et puis il écope de 15 ans. Et puis après, on voit un assassin, il a avoué et tout ça, et puis il prend 10 ans. Et puis on voit quelqu'un d'autre qui, en fait, on ne comprend pas comment quelqu'un qui a arraché la vie à une autre personne prendrait 10 ans. Un violeur, il prendrait par exemple 16 ans. Et puis quelqu'un comme ça, dont je ne sais pas quel autre débat, prendrait 20 ans. Comment est-ce qu'on évalue la peine de quelqu'un? Qui définit ça? Est-ce que c'est équivalent? Ou c'est aléatoire? Voilà. Est-ce que c'est équivalent au choc ou à la gravité de ce qu'il a fait, ou c'est aléatoire et voilà, on décide Non, rien n'est aléatoire. Le droit est surtout le droit pénal. Je ne vous parle pas du droit commercial, du droit des affaires et tout ça, le droit civil. Le droit pénal est scientifique, on le dit, parce qu'on dit souvent qu'il est d'interprétation stricte, il est très rigoureux en fait. Et donc, vous savez, quand on juge quelqu'un au pénal, surtout devant par exemple une cour criminelle, en France on dit les assises, c'est une procédure très complexe. C'est d'ailleurs l'une des rares procédures où on essaie de voir, on étudie la personnalité de la personne. On fait une étude psychologique de la personne, ses études, ce qu'il a vécu pendant des années, est-ce qu'il a eu un traumatisme ou pas, qu'est-ce qu'il a vécu dans quel environnement, comment le crime est arrivé. Ah bon, même au Gabon, on fait ça? Oui, on le fait, on étudie cela dans la procédure au niveau de l'instruction. Donc c'est tout ça aussi qui va jouer. Mais il ne faut pas oublier qu'en matière de criminel, il y a aussi les jurés qui sont des citoyens qui ne sont pas des juristes, qui ne sont pas les magistrats, qui donnent aussi leur avis. Et à ça au Gabon? Oui, en tant que citoyens, ils sont Donc là. moi, je pourrais jurer. Oui, bien sûr. Bon, il y a des critères pour y être. Vous pouvez être consulté, vous donnez également votre avis. Donc, il y a tout ceci. Mais les peines qui sont appliquées, il y a une technique. Les jurés proposent, les assesseurs aussi. Et je pense que le juge lui-même, le président aussi de séance, les magistrats, selon les calculs, en fonction de ce que chacun a proposé, ils définissent la peine. Mais le procureur général, le maître des poursuites, lui, il fait des propositions au regard de la situation, au regard de la gravité, parce que lui, il est le gardien de l'ordre public. Donc, il fait tout pour que ce genre de comportement ne se répète pas. Ouais, donc, il essaie de sanctionner pour dire, dans la société, nous ne devons pas nous comporter comme ça. Voilà, c'est aussi un peu préventif. C'est aussi pour que les autres sachent que quand il y a des problèmes, il vaut mieux éviter de faire ceci. Voici ce que nous encourons. Voilà. Maître Dibangoye, aujourd'hui, on parle des droits de la défense. C'est quoi exactement le concept? Les droits de la défense, ça, c'est la grande bataille de tous les juristes. Quand je parle des droits de la défense, j'ai souvent en mémoire cet excellent juriste français, Dupond-Moretti. C'est vraiment c'est mon idole, vraiment, sincèrement. En dehors des autres pénalistes que j'ai étudiés, dont j'ai apprécié les écrits, les défenses, ou bien d'autres juristes, comme Carbonnier, que j'apprécie. Mais je vous assure que Dupond-Moretti, c'est l'un des rares avocats qui a pu faire 144 acquittements. 144 acquittements en criminel. Vous imaginez, ça veut dire 144 dossiers criminels des gens accusés de crimes et d'assassinats dont il a fait acquitter, relaxer à la barre. Donc c'est extraordinaire. Et donc quand vous regardez ce monsieur-là, quand vous le suivez dans la plupart des émissions qu'il a pu organiser, pour lesquelles il a été invité, comme je suis actuellement invité ici chez vous, il vous dit sa méthode. Parce que les journalistes se sont étonnés, comment faites-vous pour quelqu'un qui est condamné, vous l'amenez et puis vous le faites acquitter aux assises. 144, quasiment près de 200. C'est extraordinaire. Même pour nous, c'est inimaginable. Donc,
les droits de la défense posent un réel problème. Mais il y a une technique pour ça. D'accord. Comme dans tous les métiers, comme dans toutes les sciences, il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie pour parvenir à ce genre de résultats. C'est très corsé, c'est très dur, c'est très technique. Mais c'est pourquoi, en même temps, vous avez la Constitution où il y a les droits fondamentaux. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais oublier la Constitution. Et c'est la Constitution qui fixe tout. La Constitution vous dit que tout citoyen, dans le cadre d'un procès, a droit à une bonne défense. La Constitution vous dit aussi que toute personne accusée est donc protégée par la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'est pas établie. Cette assertion de la Constitution, lorsque on vote les différentes dispositions, les différentes lois organiques sur le code pénal ou le code de procédure pénale, c'est infiltré là-dedans à travers la plupart des dispositions. La présomption d'innocence. Donc la présomption d'innocence, elle a une source. En France, quand on parle de présomption d'innocence, on pense tout de suite au capitaine Dreyfus. Et c'est magnifique quand vous écoutez l'histoire du capitaine Dreyfus avec Émile Zola. Oui. Dans sa publication « J'accuse ». C'est merveilleux quand vous voyez comment le droit pénal a évolué en France. Mais ce qui est du cas du Gabon, vous les juristes, vous êtes beaucoup dans les cas. Le cas du Gabon, les droits de la défense. Oui. Il découle de quoi? Il découle aussi de la Constitution. Absolument. De quel texte exactement? Absolument. Notre Constitution est magnifique aussi, permettez-moi de le dire, parce que elle a ratifié déjà la Convention de 1789, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est un texte élaboré, très bien élaboré, s'agissant des droits de l'homme. Et vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Sans compter la Charte africaine des droits de l'homme de 1981 qui a été ratifiée par notre Constitution. Donc c'est une batterie de textes, je peux dire extraordinaires, s'agissant de l'être humain, s'agissant de la protection de l'être humain. Le seul problème chez nous, c'est qu'on a l'impression de faire comme si la Constitution n'existe pas. Oui? Alors qu'on ne peut rien faire sans la Constitution. Qu'est-ce qui justifie ce que vous dites, qu'on a l'impression de faire comme si la Constitution n'existait pas? Avez-vous un cas concret pratique dans lequel vous vous êtes rendu compte qu'on avait violé la Constitution? Absolument. Bon, mais vous savez, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tenus au secret professionnel. Ça veut dire qu'il y a des dossiers dont je ne peux pas me permettre d'évoquer ni les noms de partis, ni le contenu. Mais je peux quand même vous dire que l'évolution de la Constitution aujourd'hui, et lorsqu'on parle de la Constitution, on vous dit que c'est la loi fondamentale. Mais ça, c'est insuffisant. Parce que d'autres disent que la Constitution est suprématiste. Donc, on parle de la suprématie de la Constitution par rapport à toutes les autres lois. Donc, que vous ayez un code pénal, que vous ayez le code de procédure pénale, le code civil, le code OHADA, la Constitution est la mère de loi, elle est au-dessus. Si tout ceci n'est pas conforme, si ce n'est pas aligné, il y aura des questions d'irrégularité et d'annulation d'un certain nombre de textes. C'est pourquoi le juriste allemand Hans Kelsen, dans sa théorie du droit pur, a évoqué la question de la suprématie de la Constitution. C'est un texte extraordinaire. Si vous faites le lien avec la critique, la raison pure d'Emmanuel Kant, vous allez comprendre que la loi, c'est vrai qu'on vous présente des lois. On vous dit que l'Assemblée nationale a voté une loi, l'Assemblée nationale a voté un texte. Mais tout ceci doit être conforme à la Constitution. Et à l'intérieur de ces textes, vous avez ce qu'on appelle les lois ordinaires et les lois organiques. Les lois organiques, on vous dit qu'elles viennent là pour vous expliquer avec précision les prérogatives, les attributions, le fonctionnement, par exemple, d'une institution. Maître, voilà. Revenons au droit de la défense. Je sais que vous avez dit que le droit, la loi ou le droit est quelque chose d'accès difficile, mais aujourd'hui, si on a envie de comprendre simplement ce qui se passe avec le droit à la défense, qu'est-ce que l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui doit retenir? Parce qu'après, il y a plein de mots techniques. Il y a plein de références littéraires. Il y a plein de références littéraires qui ne facilitent pas du tout la compréhension de quelqu'un qui ne serait pas porté sur le droit, en fait. Au contraire, moi, personnellement, je me dis, bon, là, c'est long, c'est très, très compliqué. Déjà, je ne comprends plus. Donc, il faut nous l'expliquer concrètement. Le droit à la défense pour un individu comme moi, quel serait mon intérêt de connaître le droit à la défense, par exemple? Bon, je vous assure que c'est
question n'est pas seulement complexe pour vous, elle est complexe aussi pour les juristes. Hein. Sur les questions des droits de la défense, on n'a pas fini d'écrire. D'accord ? Bon, sur la question des droits de la défense, vous avez le droit à un procès équitable. D'accord. La théorie du procès équitable, qui a été repris par la Cour européenne des droits de l'homme. Et quand vous lisez la plupart des livres sur les questions de droits de l'homme, on revient toujours sur la théorie du procès équitable. Mais c'est quoi le procès équitable ? C'est ça. Et vous voyez que dans notre nouveau code de procédure pénale, au niveau de l'article 1er, on vous dit que la présomption d'innocence doit être respectée, on vous dit le principe du contradictoire doit être respecté. Effectivement, ce sont des éléments qui composent le procès équitable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la présomption d'innocence et le principe que vous veniez d'énoncer? De procès équitable. De procès, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Le procès est... Commençons par la présomption d'innocence. Qu'est-ce que ça La implique? présomption d'innocence, c'est que vous pouvez être poursuivi pour des charges. On peut vous accuser, par exemple, de détournement de deniers publics, par exemple. On peut vous accuser. On peut vous arrêter. En enquête préliminaire, vous pouvez être entendu par les gendarmes. Cela ne fait pas de vous toujours un coupable. Puisque le procureur peut être saisi par dénonciation ou par plainte. C'est-à-dire quelqu'un peut dire que j'ai été informé, il paraîtrait qu'on m'a dit que tel a fait ceci. Au niveau de la gravité d'une telle déclaration, le procureur peut donner instruction, puisque c'est lui qui est le directeur des enquêtes, qui est le directeur des officiers de police judiciaire, qui peut leur demander, dans le cas des enquêtes judiciaires, d'entendre une personne qui est soupçonnée ou accusée de ceci, et la personne peut être placée en garde à vue. Mais les droits de la défense, c'est quoi? Les droits de la défense, c'est toute la batterie de textes qui partent du moment de l'arrestation du monsieur. On vous dit que c'est 48 heures de garde à vue. Cela peut aller à 72 heures si l'enquêteur demande par un ordre d'écrou au procureur qui veut prolonger l'enquête parce qu'il y a des éléments qu'il doit vérifier. Il peut aussi demander au procureur de prolonger l'enquête. Il peut obtenir encore 8 jours, par exemple, de plus. Ça peut faire 10 jours au-delà, avec l'autorisation du procureur de la République. Mais vous ne devez pas utiliser cette situation de privation de liberté à la libre volonté, soit du procureur de la République, ou à la libre volonté de l'enquêteur. Parce que le texte dit que vous ne devez pas aller au-delà. Vous ne devez pas au-delà d'une certaine mesure. Non seulement le code de procédure pénale lui-même dit, il fixe déjà le délai. Vous ne devez pas aller... Il y a le code pénal et le code de procédure pénale. Absolument. C'est deux textes différents. Absolument différents. Quels sont les rapports qu'ils entretiennent les deux? Ça, c'est une excellente question. Vous savez, quand on vous pose une question comme ça, en première année de faculté de droit, dites-vous bien que les partiels pour vous, c'est terminé. Mais non. Mais le code de procédure pénale, c'est la démarche. C'est une démarche. On vous dit, pour aller d'un point à un autre, il faut passer par là. On vous dit, tous les juges ne peuvent pas rendre la décision de justice parce qu'il y a des juges qu'on dit de la magistrature debout, qui sont des procureurs, et il y a des juges qui sont des magistrats du siège, donc ils rendent des décisions. Bon, vous avez les magistrats du siège des tribunaux, vous avez aussi des magistrats du siège, des magistrats d'instruction qu'on appelle les juges d'instruction, qui rendent des ordonnances avant de renvoyer l'affaire en instance de jugement. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, vous avez le code pénal qui définit les infractions, le vol aggravé, le meurtre, l'assassinat, les destructions des biens d'autrui. Vous avez le code pénal qui vous définit cela avec ses éléments constitutifs. Et vous avez le code de procédure pénale qui donne la démarche. Dit que pour y parvenir à ceci, c'est comme ça qu'il faut passer. Comme ça. On n'arrête pas quelqu'un n'importe comment. On n'envoie pas quelqu'un n'importe comment. Donc, chez le c'est-à-dire, procureur. pour être concret, on va dire par exemple que le crime, si vous êtes coupable d'un crime, vous devez être condamné par exemple à 3 mois. Prenons un exemple. Mais le code de procédure pénale va dire que si vous êtes coupable d'un crime, quand on vous arrête, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit vous emmener au tribunal, on doit vous traiter comme ça et on doit vous traiter comme ceci. Là, vous êtes dans le vrai, c'est ça. D'accord, ok. Vous avez une bonne note pour Maître, je vais emprunter l'expression de Dafresh. On va partir dans un cas pratique. Supposons que moi, Gina, je suis grande directrice de je ne sais pas, en tout cas d'une agence publique, et que Fallon
me dénonce et elle pense que j'ai détourné des fonds publics. Donc dans ce cas, je suis arrêtée pour nécessité d'enquête. Et puis donc je suis gardée à vue, mais ça fait 12 jours que je suis là et je sais pas trop en fait ce qui se passe. Tous les jours, on m'interroge et ainsi de suite, mais ça fait 12 jours que je suis là. Vous avez bien dit que ça pourrait arriver jusqu'à 10 jours, mais pour mon cas pratique, je suis à 12 jours. Dans ce cas précis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bah voilà, c'est une très bonne question. Bon, dans le cas d'espèce, la première chose que nous faisons en matière de défense, c'est de saisir le procureur de la République. On demande d'intervention pour dire au procureur de la République les délais de garde à vue sont dépassés, puisque le procureur de la République peut lever la garde à vue, peut remettre la personne en liberté provisoire avant qu'il ne soit jugé, lorsque la procédure est en enquête préliminaire. Dans le cas d'espèce, on fait constater. On écrit, monsieur le procureur de la République, voici ce que nous avons constaté. Les délais de garde à vue sont largement dépassés et notre client est toujours en situation de garde à vue. Et qui plus est, par exemple, nous n'arrivons pas à discuter avec lui alors qu'il a le droit de discuter avec son avocat. Nous n'arrivons pas à voir le dossier de la procédure pour faire aussi nos observations, parce que la défense commence depuis l'arrestation. Dès que vous êtes arrêté, la défense commence immédiatement. Donc on a besoin du dossier de la procédure quand la personne est en garde à vue pour faire des observations. C'est une technique en enquête préliminaire. Ce que vous appelez le dossier de la procédure, c'est-à-dire, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on reproche à la personne et tous les éléments que l'on a contrôlés. Les enquêteurs vont faire des procès-verbaux. C'est-à-dire, procès-verbaux, ce sont des papiers, des documents sur lesquels ils vont vous poser des questions. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Après, ils vont vous dire de signer par là. Il y en a qui disent que bon, moi, je signe sous réserve parce que je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous me posez les questions. Vous m'obligez à répondre. Moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas vu mon avocat. Moi, je signe sous réserve. Il y a l'autre qui signe et tout ça. C'est tout ça qu'on appelle le dossier de la procédure. Voilà, ce sont les dossiers, le dossier de la procédure. Ce qui plus est, s'il y a une plainte encore. Après, ce dossier-là, il sera condensé. On va faire un soit transmis au procureur. Ce dossier-là, l'enquêteur en charge va faire un soit transmis pour dire, monsieur le procureur, j'ai terminé mon enquête, je vous envoie le dossier, vous allez apprécier. Mais dans son procès verbal de conclusion d'enquête, de rapport d'enquête, il peut dire qu'en conclusion, il y a des indices concordants qui disent qu'effectivement, il a détourné de l'argent. Voilà ce qui a été dit. Et il y a des complices dont les noms sont cités, par exemple. À ce moment-là, vos dossiers arrivent chez le procureur qui vérifie et qui peut vous envoyer à l'instruction pour qu'on vérifie ce qui se passe. Et de l'autre côté, on peut vous mettre aussi en détention préventive. Cela ne signifie pas toujours que vous êtes coupable. Jusque-là, vous n'êtes pas coupable. Même si vous avez fait, à supposer même que vous ayez fait des aveux, vous n'êtes toujours pas coupable. Et pourquoi? Parce que la Constitution dit, lorsque votre culpabilité n'est pas établie, vous êtes considéré toujours comme un innocent, malgré le fait que vous soyez en situation de détention préventive. Et c'est là où la magie du droit opère, c'est-à-dire qu'il arrive pour les avocats de déceler dans les procès-verbaux des irrégularités et de demander l'annulation de ces procès-verbaux. Bon, il y a une technique, parce que le code pénal dit que les rapports d'enquête préliminaire et des procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. Mais sauf que celui qui dresse ces procès-verbaux, il doit le faire dans la matière de sa compétence et dans les compétences qui lui sont requises. C'est très important de soit dans la matière de sa compétence. Bon, si vous n'êtes pas un financier, vous n'êtes pas un spécialiste de la finance, vous faites un procès-verbal, par exemple, concernant quelqu'un qui est un spécialiste de la finance. Il y a tellement de choses dans la finance qu'il faut comprendre. Par exemple, quand on parle du budget de l'État, ça a l'air simple, mais je vous conseille de lire un livre de finances publiques qui a été écrit par le professeur Mengue, un excellent ouvrage. On ne fait pas de la publicité. Vous parlez de Gabonais qui ne connaissent pas leurs lois, mais voici un excellent livre où on parle déjà de finances publiques. Vous pouvez faire le lien entre le budget qui est voté au Parlement. Je peux vous dire que c'est très complexe. Parce que moi, quand on m'amène un dossier de cette nature, je vous dis, ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Parce que vous commencez par le Parlement, qui vote les lois et qui vote le budget. Et le Parlement, que dit la Constitution, il contrôle l'action du gouvernement, il consent à l'impôt et il vote le budget. Ce budget est voté
par le Parlement. Et le gouvernement va le mettre en pratique, en exercice. On peut dire l'exercice budgétaire 2018-2019, tel montant. L'argent est donc renvoyé dans les administrations pour l'exécution du programme gouvernemental et tout ça. Et donc, des cadres vont gérer, des cadres directeurs. Donc, en fait, à ce moment, il faut un spécialiste pour pouvoir interpréter ça. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ça devient compliqué. Ça paraît facile, hein, quand on dit comme ça, on dit qu'on a arrêté tel. Ça paraît facile, mais dans la technique, c'est très complexe. Alors, Maître Dibangoy, le temps qu'on avait pour vous, il est dépassé de quelques minutes. Voilà. On aura peut-être l'occasion de rediscuter une prochaine fois, si vous avez l'occasion de passer sur ce serait toujours avec plaisir que sur les je antennes serai. d'Urban FM. On vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute de nos programmes. D'accord. Start Fresh Morning.